Je vais parler de myocardite et Covid-19. Il n'y a pas beaucoup de données sur le sujet. C'est vraiment un domaine où il y a plus de revues de la littérature que de cas cliniques. Je vais vous présenter ce qu'on a comme information. La première chose, c'est est-ce que c'est fréquent, l'atteinte myocardique dans le Covid? Ils ont mis une série de Wuhan où ils décrivent qu'ils ont chez 20, alors ça dépend beaucoup de quoi on parle, mais ils décrivent que chez 20% de leurs patients, il y a une augmentation de la troponine. Et que cette augmentation de la troponine, elle est associée à la mortalité de manière indépendante. Quand on regarde des autopsies de patients qui sont décédés sans tableau clinique de myocardite, on voit au niveau pulmonaire à gauche des microtrombies vasculaires. Par contre, la nappate cardiaque est quasi normale, avec quelques zones éparses de nécrose focale, mais presque rien d'anormal. Donc c'est quand même probablement pas la majorité des patients qui ont une myocardite, même si une élévation de troponine qui touche 20% des patients. Et en Angleterre, à Londres, dans Circulation la semaine dernière, ils avaient 70% d'élévation de troponine chez leurs patients. Il y a des tableaux cliniques de myocardite qui, eux, sont beaucoup plus rares. Et dans cette série new-yorkaise, sur 18 patients qui avaient une élévation qui avaient un Covid-19 avec élévation du segment ST, ils avaient 10 myocardites. Et quand on regarde les deux groupes, qui sont des très faibles effectifs, il n'y a rien qui puisse être comparé statistiquement, mais il y avait essentiellement comme différence particulière l'absence de douleur thoracique chez la plupart des patients qui avaient des myocardites, des modifications électriques qui étaient plus diffuses, et puis une troponine qui était moins élevée chez les patients qui avaient un tableau clinique de myocardite. Fin août, il y a une étude qui a rapporté l'ensemble des cas cliniques publiés. Il y en a 51 qui ont été publiés, dont 12 confirmés par IM ou biopsie. Et puis, pas grand-chose de très neuf pour un tableau clinique de myocardite. Il y avait de la fièvre, une dyspnée, de la toux, des douleurs thoraciques dans un tiers des cas. À l'électrocardiogramme, il y avait des anomalies de la repolarisation. Il y avait des troubles conductifs, des troubles du rythme ventriculaire qui étaient mis en évidence. Une élévation de la troponine dans presque tous les cas. Et puis à l'écho, il y avait trois choses. Il y avait une dysfonction ventriculaire gauche. Alors dans l'écho que je vous ai mise, elle est sévère là. Il y avait un épanchement péricardique dans un tiers des cas. Et puis une chose qui est évocatrice également, c'est qu'il y avait un épaississement du septum interventriculaire qui est en moyenne à 14 mm dans les cas cliniques rapportés et qui est en rapport avec le dème myocardique chez ces patients. Le pronostic dans ces cas cliniques rapportés était très difficile à savoir puisqu'il y avait 30% de survie, 27% de décès, tout le reste n'était pas rapporté. Voilà pour la clinique. Il faut savoir qu'on peut très bien avoir une myocardite à Covid-19 sans pneumonie associée. Et ça, c'est à gauche, évidemment, des images qu'on a beaucoup vues. Et puis à droite, un patient qui était pris en charge dans le service pour une myocardite sans qu'il y ait tellement de doutes et qui avait un scanner thoracique strictement normal. En ce qui concerne l'IRM, il y a trois choses visibles dans ce cas clinique qui a été rapporté qui décrit bien les lésions IRM du Covid-19, des myocardites à Covid-19. La première chose, c'est une dysfonction ventriculaire gauche qui peut être sévère. La deuxième chose, c'est un œdème qui est visualisé en séquence TIR au milieu, avec un hypersignal en T2. Et puis la troisième chose qu'il y a, c'est que dès l'IRM, c'est frappant, on va en discuter après dans l'histologie, il y a peu de séquelles, il y a peu de nécrose et peu de fibrose qui sont évaluées par la prise de contraste tardive. Et dans ce cas clinique où il y a une autopsie d'une patiente, alors c'était une patiente jeune, 44 ans, hispanique aux États-Unis, qui avait une myocardite fulminante liée au Covid, qu'ils avaient décidé de ne pas assister alors qu'elle était en déférence multiviscérale sur ce choc cardiogénique. On ne sait pas très bien pourquoi, elle n'a pas eu d'assistance. Donc on a l'autopsie, et l'autopsie, ce qui est assez frappant, c'est qu'on n'a finalement pas grand-chose, et on n'est même pas certain de pouvoir parler de myocardite. C'est-à-dire qu'il y a un œdème qui est très important du myocarde, il y a des rares lymphocytes, et il n'y a pas de nécrose myocytaire. Alors j'ai mis juste pour que vous rappelez la définition histologique d'une myocardite. Une myocardite, c'est deux choses d'un point de vue histologique, c'est un infiltré inflammatoire, et c'est une nécrose. Et donc, vous voyez, quand on compare ces images à notre cas clinique, il n'y a pas photo, il n'y a quasiment pas d'atteinte myocardique, en tout cas d'infiltré inflammatoire ou de nécrose dans ce cas rapporté. Et quand on fait la liste des case reports de myocardite fulminante liée au Covid, et on se retrouve dans ce cas-là dans la plupart des cas, c'est-à-dire qu'on a un tableau fulminant, les patients sont en état de choc, certains sont assistés, certains décèdent,
Et puis à la biopsie, on a un infiltrat lymphocytaire qui est modéré. Il y a énormément d'œdème. Et puis les zones de nécrose sont très localisées, sans qu'il y ait de séquelles, sans qu'il y ait de zones de nécrose importantes. Alors dans ce cas particulier-là, la RT-PCR cardiaque était négative. Mais il y a d'autres cas où il était décrit des PCR sur le cœur qui étaient positives. Là, c'est une série allemande. Alors, les Allemands, ils font beaucoup de biopsies myocardiques, c'est pratique. Pendant la pandémie, ils ont décrit 104 biopsies pour des suspicions de myocardite ou d'insuffisance cardiaque inexpliquée. Ils ne donnent pas, puisque le problème, ils ne faisaient pas des PCR nasopharyngées, les PCR sanguines, ce qui est un petit peu problématique. Et puis, ils avaient 5 biopsies avec une RT-PCR qui était positive. Sur les 5, il y en a 4, déjà, leur conclusion diagnostique dans le tableau, là, c'est pas active myocarditis, c'est inflammatory cardiomyopathie, on va en parler. Donc, ils n'avaient même pas de critères histologiques de myocardite. Et le cas où il y avait un vrai infiltrat inflammatoire, l'infiltrat était périvasculaire, avec un dommage également myocytaire qui était périvasculaire, si bien que la question qui était posée, c'était celle d'une vascularite liée à la Covid. Alors, on n'a pas de certitude qu'il y ait une atteinte cardiomyocytaire du virus. Ce qui a été décrit pour la localisation du virus dans le cœur, c'est ce case report qui donne la microscopie électronique d'un patient qui est décédé, qui est décédé, mais pas de la myocardite, il est décédé d'un choc septique. C'est 69 ans, il fait un tableau de myocardite fulminante, il est assisté d'une ECMO véno-artérielle, il récupère, et puis il décède dans les suites de choc septique. Et ce patient qui avait une biopsie, ils ont pu mettre en évidence qu'il y a des particules virales dans les macrophages de l'interstitium, mais par contre, ils n'ont pas trouvé de virus ni dans les cardiomyocytes, ni dans les cellules endothéliales. Donc si on veut résumer ce qu'on a dans la littérature sur myocardite et Covid, c'est essentiellement de l'œdème. C'est un œdème interstitiel diffus qui est en rapport avec une fuite capillaire, ça c'est à peu près certain. Cette fuite capillaire, est-ce qu'elle est liée aux cytokines, est-ce qu'elle est liée à une endothélite? On a du mal à répondre. Ce qui est très particulier par rapport aux autres myocardites, c'est que l'infiltrat inflammatoire, il est modéré ou absent. La troisième chose qui est particulière, c'est qu'il n'y a pas ou peu de nécrose, si bien qu'on n'est pas certain que ce soit une myocardite au sens histologique et que peut-être un terme préférable serait cardiomyopathie inflammatoire associée au SARS-CoV-2. Pour ce qui concerne la RT-PCR cardiaque, il y a quelques cas où elle est rendue positive, mais on ne sait pas très bien si c'est une contamination par le sang. On est à peu près certain qu'il n'y a pas d'effet cytopathogène viral et qu'on n'a pas retrouvé jusque-là de virus dans les cardiomyocytes. Quel est le rôle de l'endothélite dans cette myocardite, dans cette cardiomyopathie inflammatoire associée au SARS-CoV-2? C'est pas répondre. Alors ça, c'était pour la physiopathologie, les données qu'on a. Après, pour la prise en charge, ça c'est beaucoup plus simple, parce que c'est des choses qu'on a l'habitude. Des patients qui présentent, ce qu'on voit en réanimation, des tableaux cliniques de myocardite fulminante. Et donc, quand ils ont une myocardite fulminante, ils sont en choc cardiogénique, on leur donne de la 2-butamine, on donne de la noradrénaline. Et puis, quand les choses se dégradent malgré ça, ils sont assistés d'une ECMO véno-artérielle. Alors, les données qu'on a sur l'ECMO véno-artérielle dans les myocardites fulminantes en dehors du Covid, c'est celle-ci. Il y a plusieurs séries, mais j'en ai pris une relativement récente. C'est 57 patients qui avaient une myocardite fulminante assistée d'une ECMO véno-artérielle, un âge moyen de 38 ans. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a 8 patients sur 10 qui récupèrent et qui peuvent être sevrés de l'ECMO et qui ont une durée d'assistance en moyenne de 9 jours. Voilà, donc 8 sur 10 qui récupèrent, ça laisse 2 sur 10 qui soit décèdent, soit sont transplantés, soit ont une assistance de longue durée. Et la mortalité hospitalière de ces patients qui sont assistés, c'est 28%. Or, ça peut vous paraître énorme, sauf que pour des séries de patients sous ECMO véno-artérielle et dans un tel état de gravité, c'est des très bons résultats pour nous, réanimateurs. À long terme, la FEVG moyenne, c'est 50%, et il y a seulement 2 patients sur les survivants qui avaient une dysfonction ventriculaire gauche sévère. Ça, c'est myocardite fulminante hors Covid. Il y a eu des cas rapportés de myocardite fulminante assistée d'une ECMO véno-artérielle dans le Covid. Là, c'est un patient de 44 ans. Il fait une myocardite fulminante avec un BAV3, une FEVG à 15%. Ça, c'est son écho. Il est traité, puis sous 2-butamine, son entraînement, les choses ne s'améliorent pas. Donc, il y a une ECMO véno-artérielle pendant 6 jours et il récupère complètement. Et si j'ai mis ce cas-là, c'est qu'il y a également
chez lui, c'est la biopsie endomyocardique qui est rapportée, où de nouveau, on retrouve la même chose, beaucoup d'œdème, un peu d'infiltrat, mais assez peu, et pas de nécrose du tout. Alors, quand est-ce qu'il faut mettre l'ECMO chez ces patients? C'est souvent pas très simple. On tourne beaucoup autour d'eux, et puis on hésite beaucoup. On compte tous ces éléments, il y a des arguments cliniques, la sévérité de l'état de choc. Est-ce qu'il faut une trouble du rythme ventriculaire? C'est un gros argument pour pousser à mettre une ECMO chez ces patients-là, dès qu'il y a une dysfonction ventriculaire gauche et des troubles du rythme ventriculaire. On prend en compte le retentissement biologique, ce qui sont hyperlactatémiques, ce qui sont en foie de choc, ce qui est une insuffisance rénale aiguë. L'écho nous aide énormément. Dès qu'il faut se poser la question d'une assistance, dès que les patients ont moins de 30% de fraction d'éjection et une ITV à moins de 12 dans ce contexte de myocardite fulminante. Les doses d'amine jouent beaucoup, et puis l'évolution de tous ces paramètres, puisqu'on sait que ça peut aller très vite. Et le message de la mise en place de l'ECMO chez ces patients est avant tout de ne pas la mettre trop tard, mais la mettre précocement. En conclusion, les tableaux cliniques de myocardite fulminante chez les patients Covid, c'est rare. C'est probablement une entité hétérogène, et notamment, je pense qu'il y a beaucoup des cas cliniques publiés de myocardite fulminante qui correspondent, qui peuvent faire partie du syndrome inflammatoire multisystémique post-infectieux, Kawasaki-like, y compris chez l'adulte. D'un point de vue physiopathologique, c'est marqué par un œdème majeur, avec un rôle de la fuite capillaire. L'infiltrat inflammatoire apparaît modéré et la nécrose, elle est relativement minime ou absente. Le cardiotropisme du SARS-CoV-2, il est incertain. Et puis, en cas de myocardite fulminante, il faut penser à l'ECMO, parce que c'est des patients qui peuvent se dégrader très vite et qui récupèrent en quelques jours, donc c'est des très bonnes indications d'assistance. Merci. Des questions pour Guillaume. Tu nous as un peu démonté la myocardite quand même, quoi. En fait, c'est pas des myocardites, là. Vous mettez des ECMO et des Takotsubo, c'est ça? Alors, le tableau clinique, quand on voit le patient, et d'ailleurs je pense que ce soit en cardiologie ou qu'il soit en réanimation, je ne sais pas faire la différence entre un patient qui a une cardiomyopathie inflammatoire du SARS-CoV-2 ou une myocardite au sens où on l'entend. C'est-à-dire que pour moi, il a des symptômes, il en a éventuellement un choc cardiogénique, il a l'électrocardiogramme, on en a parlé, trouble de la polarisation, trouble du rythme conductif, une dysfonction ventriculaire gauche sévère, une élévation de troponine, et entre ce tableau clinique-là et puis une myocardite grippale ou une autre myocardite, je ne fais pas la différence. Ce qui est surprenant, et d'ailleurs sur l'évolution non plus, puisque la plupart des myocardites fulminantes, 8 sur 10, c'est les données qu'on a, récupèrent. Par contre, là où c'est surprenant, c'est sur l'histologie. C'est vrai que l'ensemble, la grande majorité des cas cliniques rapportés montrent ces données-là, d'œdème, et c'est la même chose en radiologie, en IRM, il voit extrêmement bien ça. Ce qui est rapporté, c'est de l'œdème plus que de la nécrose ou de la fibrose. Question. Elles sont ni plus graves ni moins graves que les autres myocardites, finalement. Avec des données relativement modestes, l'impression qu'on en a, c'est que oui, une fois que les patients passent le cap du choc cardiogénique, ils récupèrent. Avec deux grosses réserves, la principale étant le biais de publication, parce que voilà, on ne publie pas nos échecs. C'est rare. L'autre message, c'est que par rapport à la pathologie et le spectre de pathologie que donne cette maladie, qui est essentiellement une maladie pulmonaire, la très grande majorité des malades, la myocardite existe, myocardite-like est peut-être aussi un effet de l'orage cytokinique et aussi une altération directe de la perméabilité capillaire au niveau myocardique due à l'orage cytokinique, sans atteinte histologique typique de myocardite, c'est quand même relativement rare. Même si l'élévation de troponine est assez fréquente. Oui, mais c'est un peu, pas hyper spécifique de la maladie. Exactement. Mais les myocardites que vous voyez là, les graves, il y en a combien qui ont aussi le poumon? Par exemple, la myocardite grippale. Il y a pas mal de myocardites, surtout à virus B, où il n'y a pas d'atteinte pulmonaire, il y a juste une atteinte cardiaque. Et là, pour le Covid? Là, pour le Covid, les myocardites, on n'en a pas vu beaucoup.
des atteintes cardiogéniques aiguës, Ouais. donc on en parlera des embolies pulmonaires là, dans le topo après, qui ont été très fréquentes là aussi pour nous, un vrai truc là, qu'on ne connaissait pas. Les atteintes gauche, on en a eu, hein, on en a eu quelques-uns, on en a eu après dans la phase aussi Kawasaki-like au mois de mai, là où il y a eu les post-Covid. Hein. Il y a une grosse confusion là-dessus également, c'est parce que quelle est la part de myocardite Covid, quelle est la part du Kawasaki-like, y compris chez l'adulte. Je pense qu'il y a beaucoup de cas rapportés, il y a beaucoup de ce qu'on a vu qui correspond a posteriori à des syndromes Kawasaki-like, chez lesquels, sur l'expérience qu'on en a, hein, quelques patients, 8 patients, on a très peu de lésions pulmonaires. Quasiment un scanner quasi normaux, en tout cas sans atteinte sévère pulmonaire. Voilà. J'ai juste une petite remarque. Il y a aussi un autre cas de figure très loin des myocardites fulminantes qu'on voit en réanimation et plus que moi je peux voir en consultation ou on peut voir dans le département de cardiologie, c'est il y a des patients qui ont eu un Covid, qui ont fait de la troponine et ils ont à distance une IRM qui est prescrite par le cardiologue de ville ou le médecin hospitalier et sur l'IRM ça répond persistance d'un rehaussement tardif, séquelles de myocardite. Il n'y a jamais eu de dysfonction VG, ou en tout cas jamais recherché ou retrouvé. Parfois, il y a même la persistance d'un œdème à 3 mois de l'épisode initial. Et se pose la question pour ces patients qui sont asymptomatiques, parfois jeunes, de savoir ce qu'on peut faire. Je sais qu'aux États-Unis, il y a un débat là autour des sportifs, notamment, chez qui on découvre des œdèmes comme ça, un peu fortuitement sur des IRM. Et la dernière remarque, c'est que nous, on a eu à l'USIC des patients qui étaient un peu à distance de l'infection par SARS-CoV-2, sur lesquels la PCR était négative, qui avait une sérologie positive, qui décrivait bien des symptômes 3 semaines avant l'hospitalisation, et qui avaient des formes tout à fait modérées, enfin avec des formes STEMI-like, 55%, 60% de fraction d'éjection, et qui évoluaient très favorablement. Pour ce qui est des cicatrices visibles à l'IRM à distance, il y a l'équipe londonienne qui a publié dans Circulation la semaine dernière 51 IRM faites dans ce contexte-là. Et dedans, il y a 13 prises de contraste qui sont inexpliquées. Il y a une FEVG qui est strictement normale chez tous les patients. Et puis il y a une séquelle qui est très limitée, dont on pense qu'elle peut être liée au Covid, sans que ce soit complètement certain. C'est vrai qu'on ne sait pas, pour le moment, pas très bien quoi en faire. Ce qui est certain, c'est que la fraction d'éjection est strictement normale chez ces patients-là, que la séquelle est très limitée, que tous sont récupérés.